Un monde de livres, Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier monde de livres de la saison. Alors, logiquement, j'ai invité mes deux principaux coups de cœur de la rentrée. Hélène Guestern, pour son 4e roman, L'odeur de la forêt aux éditions Arléa. J'avais déjà parlé d'elle dans ma première chronique, mais je me suis dit qu'une petite chronique de 2 minutes 30 pour 700 pages, ça suffisait vraiment pas. Donc il fallait qu'elle revienne, donc elle est là. Sylvain Prudhomme, pour son 8e livre, Légende, chez Gallimard, dans la collection L'Arbalète. Donc c'est aussi mon 2e coup de cœur de la rentrée. Et aussi un éditeur d'un genre un peu particulier, Dominique Guillou, qui a abandonné le journalisme, on se demande bien pourquoi, et qui a lancé il y a un an une collection de livres numériques dont il va nous parler tout à l'heure. Alors, comme vous le savez tous les deux, Hélène Guestern et Sylvain Prudhomme, aujourd'hui, on adore dire qu'il faut faire le pitch d'un livre. Et alors moi, justement, j'aime bien les livres dont on ne peut pas faire le pitch. Et les vôtres, on peut absolument pas faire le pitch parce que c'est beaucoup trop subtil, c'est beaucoup trop complexe et en plus c'est très bien écrit. Alors là, aucun pitch ne peut rendre compte du fait que c'est bien écrit. Donc on va en parler autrement, sans pitch. On va en parler dans les détails. Alors Hélène Guestern, avant de parler d'Elisabeth Báthory, qui est quand même le personnage qui structure votre récit, dont on suit le destin pendant très longtemps, je voudrais, pendant 700 pages, il faut le dire, 700 pages qui se lisent sans qu'on s'arrête. Et alors moi, on sait que j'aime beaucoup plutôt les livres concentrés et que c'est rare que je puisse dire avec enthousiasme un livre de 700 pages, j'ai adoré, j'ai pas pu m'arrêter. Ben, c'était le cas. Alors je voudrais citer une petite phrase qui vient, il y a un bref texte à la fin de votre roman qui s'appelle In Memoriam. Oui. Et dans ce petit texte, on lit « Ce livre est né du désir de tresser des histoires de disparus avalés par la guerre, le temps, le silence, de raconter le devenir de leurs traces qui éclaire, mais aussi dévore les vivants. » Oui, effectivement. Moi, j'avais en tête, comme quand on commence un livre, un certain nombre de personnages et l'idée de parler aussi de la guerre, mais pas forcément sous l'aspect qu'on connaît le plus ou qu'on représente le plus, l'aspect du combat ou de la militarisation. C'est plutôt ce que la guerre fait aux êtres et la façon dont la mémoire des êtres se dissout. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des dizaines de milliers de gens dont on n'a jamais retrouvé le corps. La guerre les a littéralement évaporés. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été la même chose, pour d'autres raisons. Donc la guerre est quelque chose qui en même temps attaque et blesse, mais qui aussi dissout et laisse les vivants avec une mémoire incomplète. Et actuellement, on parle beaucoup justement de la question de la recherche de mémoire, du travail de mémoire, du devoir de mémoire, qui est une notion tout de même très complexe, parce que est-ce qu'il doit y avoir un devoir de mémoire? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir plutôt un désir de mémoire, une envie de mémoire? Est-ce que c'est pas une nécessité intime qu'on doit ressentir? Donc j'ai mis en scène le personnage d'une historienne, effectivement, qui a priori devrait être relativement éloignée de ces gens qui pour elle ne sont rien, mais qui, parce qu'elle est en deuil, est peut-être plus sensible au caractère tragique de leur destinée. Et finalement, son deuil à elle, sa perte à elle, c'est la caisse de résonance de toutes ces voix qui vont venir habiter petit à petit son monde. Et pourquoi ce titre, L'odeur de la forêt ? C'est un titre que j'avais en tête depuis longtemps, qui a accompagné un autre texte, qui lui n'est pas publié, parce que la forêt joue un rôle central. C'est à la fois la forêt détruite par les bombardements, mais c'est aussi la forêt dans laquelle on vient se réparer. Donc il y a un petit coin de forêt dans le roman. Et puis peut-être parce que je suis une personne de la forêt par destinée, même si j'habite en ville et que j'aime bien la nature. Donc l'idée était que tous ces personnages pouvaient et devaient avoir un espace de réparation, de respiration et de réparation. Et pour eux, c'est la forêt qui va venir jouer ce rôle-là. Mais alors, cette Elisabeth Báthory, vous l'avez dit, c'est une historienne de la photographie et elle semble se remettre très mal d'un deuil vraiment terrible qu'on comprend peu à peu. Et puis, elle a fait un étrange héritage. Oui, effectivement, elle a perdu son compagnon et elle a beaucoup de mal à se remettre à travailler. Et des amis bienveillants, pour aussi lui remettre le pied à l'étrier, la poussent vers une dame âgée qui les a contactés et qui leur a dit « Écoutez, j'ai les cartes postales et les lettres de mon oncle qui était soldat à la guerre de 14. Bon, elle a 89 ans, elle sait qu'elle est à la fin de sa vie, donc elle voudrait le déposer quelque part. Donc elle décide de le confier à un institut. Elle veut surtout pas que les lettres partent dans une grande université américaine. Donc le personnage d'Elisabeth va à la rencontre de cette vieille femme, Alix, et ça va être une rencontre professionnelle, mais aussi une rencontre personnelle. C'est-à-dire que ces deux femmes vont se découvrir des affinités. Et donc Alix décide de lui léguer l'archive. Et une maison.
et une maison qui se trouve dans la forêt, justement, à Jaligny, endroit qui m'est cher, parce que j'ai des amis qui sont particulièrement adorables. Parce que je voulais venir là, la forêt est importante à cause de la maison. Donc effectivement, ça va lui donner aussi l'occasion de quitter Paris, qui pour elle est un lieu désolé, un lieu déserté, qu'elle habite sans l'habiter, parce qu'il y a trop de souvenirs finalement, et ça lui donne l'occasion d'aller se réparer. Et c'est là, dans ce silence et dans cette solitude, qu'elle entend finalement résonner les lettres d'Alban, le soldat de la guerre de 14, et puis que petit à petit, elle va découvrir d'autres voix, les voix des gens qui ont été liés à cet homme. Alors, qui est exactement cet Alban de Villequot, dont elle a en effet des lettres, et cet Anatole Massis, qui est un personnage que vous avez imaginé, auquel il écrit, mais dont on ne possède pas les lettres. C'est une des histoires qui mente le livre, c'est-à-dire retrouver les lettres d'Anatole. Donc cet Anatole, vous l'avez inventé, mais c'est un poète extrêmement, connu et respecté de son temps, donc il a bien quelques petits modèles réels. Oui, tout à fait. Donc le personnage d'Anatole Massis, c'est l'ami le plus proche d'Alban de Villequot. Donc Alban, c'est un jeune homme, pourrait-on dire, comme un autre. Bon, il vient d'un milieu aisé, sa sœur dirige une grande exploitation viticole dans le Bugey, ce sont des aristocrates, mais des aristocrates qui travaillent. Bon, sauf que lui se destine à l'astronomie. Il va à la guerre sans refus, mais sans enthousiasme. Il y va parce qu'il faut y aller, il n'essaye pas de se dérober à son devoir, mais il n'a pas de conviction militariste particulière. Il y va avec, on va dire, le patriotisme ordinaire et standard des jeunes gens de 14. Petit à petit, il va déchanter. Et ce qui l'aide à tenir bon et à garder espoir au fond de sa tranchée, c'est cette correspondance qu'il a avec Anatole, cet ami, et les liens qui étaient déjà étroits. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, on ne sait pas comment ils se sont connus, mais les liens qui étaient déjà étroits vont se renforcer. Donc Anatole, lui, c'est un poète, mais un poète qui n'est pas né coiffé. En fait, c'est le fils d'un menuisier de l'Orne qui petit à petit s'est imposé suite à une rencontre avec un grand poète de son époque. Il écrit des vers très hermétiques comme Mallarmé, il prend de grandes libertés avec la métrique comme Apollinaire. Donc c'est une espèce de génie de la modernité de son époque qui évidemment fêté, célébré comme il se doit, mais comme il est blessé, il a été blessé pendant son enfance, il est estropié, comme on dit, il ne peut pas partir. Et lui, ça le ronge. Parce qu'il est patriote, il est presque barésien d'ailleurs, et il voudrait partir, servir sa patrie, et il ne peut pas. Donc la correspondance se fait aussi autour de ça. L'un qui est là-bas et qui souffre, et l'autre qui regrette de ne pouvoir y être, et chaque ami compatissant finalement à la douleur de l'autre. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, Anatole est l'image inversée de... Lui, il voudrait y aller, il voudrait vraiment y aller, il voudrait vraiment faire cette guerre. Il voudrait y aller, il a honte de ne pas pouvoir y aller. Donc, pour compenser son infirmité, il décide quand même de servir son pays, et il décide de travailler au ministère de l'Intérieur à la censure du courrier, puisqu'il y a il y a eu pendant la guerre de 14 divers services de censure qui se sont exercés. Donc, il lit le courrier des officiers, ce qui était une manière pour l'armée de prendre le moral des troupes, de savoir un peu ce qui se disait, comment les troupes pouvaient réagir. Donc il fait ce travail de censeur, au départ par devoir, mais petit à petit en est un écœurement phénoménal par rapport à ce qu'il lit et par rapport à ce qu'on les oblige à cacher. Et c'est aussi à partir de ça, à partir de cette révolte, que son amitié avec Villequot va prendre encore un autre tour, va prendre une autre dimension, puisque ce qu'ils partagent tout à coup, tous les deux, c'est la révolte. Mais les lettres de Villequot et Hélène Guestern, elles sont là comme des petits cailloux tout le long du récit. Et puis, bien sûr, Elisabeth Báthory voudrait retrouver toutes les lettres d'Anatole, parce qu'avoir une correspondance complète, c'est le rêve de toute personne qui s'intéresse à une correspondance. Mais c'est quand même si elle est fascinée par cet Anatole, c'est quand même plutôt pour Alban qu'elle se prend d'affection, je dirais. Et il y a notamment le personnage de Diane. Est-ce que cette Diane était la fiancée d'Alban? Est-ce que... C'est un personnage assez mystérieux. Finalement, on lit son journal au bout d'un moment. Mais au début, c'est un personnage mystérieux. Oui, c'est un personnage mystérieux. Alors effectivement, au départ, l'enjeu et d'ailleurs ce qui a poussé les gens à accepter le lait d'Alix de Chalandard, c'est l'espoir de retrouver la correspondance de Massy, grand poète, célébré, fêté, qui serait une archive nationale extraordinaire, qu'on ferait certainement rentrer à la BNF. Donc tout le monde court après cette correspondance, mais petit à petit, cet objet se dilue pour elle, parce qu'effectivement, elle se prend d'affection pour Alban, qu'elle appelle son presque frère, d'affection profonde, parce que elle est elle-même dans une forme de solitude et de déréliction, et cet homme qui est au fond de sa tranchée, qui est loin d'une jeune femme qui semble beaucoup aimer, qui s'appelle Diane, et à laquelle il va parler de plus en plus souvent, qu'il va voir pendant sa permission, et à chaque fois il parle d'elle à Massy en disant que fait-elle, que devient-elle, et Diane, c'est une jeune femme de son époque, c'est-à-dire c'est une jeune femme de la modernité, mais elle est trop tôt, elle arrive trop tôt, elle veut le droit de vote, elle veut travailler, elle veut faire des études, elle veut passer le baccalauréat, mais pour une femme de sa génération et de son milieu, il est trop tôt. Donc Alban va lui apporter
son aide, notamment en mathématiques, va lui corriger des exercices de mathématiques. Et la narratrice va également retrouver le journal de Diane, ce qui va lui permettre d'entendre un autre éclairage sur l'histoire qui a été vécue. Et oui. Et Diane est extrêmement féministe en fait. Et vraiment, Diane est complètement féministe. Elle veut construire sa liberté, elle veut assumer son destin et c'est pas le moment. Ah, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et elle est, comme beaucoup de femmes de sa génération, monnaie d'échange. Son père est ruiné, son père est négociant en textile, il est ruiné, il a fait de mauvaises affaires et tout à coup il faut un mariage pour sauver l'entreprise. Donc c'est Diane qui va servir de monnaie d'échange. Et c'est quelque chose qui la révolte du plus profond d'elle-même. Donc elle cherche toutes les manières possibles et imaginables d'y échapper. Mais au fond, cette enquête sur Villequot et Massis, c'est... comme elle le dit, Elisabeth Báthory, j'ai beaucoup aimé cette phrase, sa seule arme pour combattre le sentiment d'être suspendu dans le vide. Oui, parce que c'est un personnage qui est dans une forme de désespoir doux. C'est pas un désespoir violent, affiché, mais effectivement, elle a perdu son compagnon, elle l'a perdu dans des circonstances particulièrement pénibles. Elle n'a pas pu assister à ses obsèques, donc ça rend très difficile. Elle a été dépossédée de son deuil, en fait. Elle est en deuil, mais elle a été dépossédée du deuil. Comme on doit l'accomplir. C'est ça, elle n'a pas pu accomplir les étapes qu'on accomplit normalement dans ce cas-là et qui permettent de comprendre qu'une personne est morte, qu'on ne la reverra plus et qu'on va devoir apprendre à faire sans elle. Donc elle est dans cette espèce d'entre-deux où elle flotte sans trop savoir pourquoi elle est là. Et finalement, entendre les voix de ces gens, comprendre la souffrance qui a été la leur, comprendre les amours qui ont été les leurs, pour elle, c'est aussi une façon de retourner dans la vie très doucement, parce que comme c'est une enquête compliquée, elle va devoir faire beaucoup de choses qu'elle ne faisait plus. Téléphoner, parler à des gens, aller au Portugal, rencontrer des gens qu'elle ne connaît pas. J'allais venir au Portugal, voyager. C'est-à-dire que là, entre en scène, si j'ose dire, Suzanne Ducreux et une adresse au Portugal. Oui, parce que comme elle est légataire d'Alix de Chalandard, elle se permet quand même de jeter un œil dans quelques archives qu'Alix a laissées, et elle découvre justement qu'Alix avait été contactée 10 ans plus tôt par quelqu'un qui disait « j'ai une pièce qui pourrait vous intéresser, j'ai le journal de Diane, mais malheureusement il est écrit d'une manière qu'on ne comprend pas ». Donc comme finalement c'est sa nouvelle quête, elle part au Portugal sans trop hésiter, avec cette espèce de soulagement de s'éloigner aussi de la France, et là elle va découvrir toute une famille qui est une branche collatérale en fait de la famille Diane. Elle va faire connaissance avec ses descendants qui sont éminemment sympathiques et qui lui confient le texte. Donc elle va avoir à se rendre régulièrement au Portugal. Alors justement, Hélène Guestern, je crois que ici il ne faut pas trop qu'on parle du Portugal parce qu'il se passe des choses que le lecteur doit absolument découvrir et qu'il ne faut pas, dévoiler, si j'ose dire. Parce qu'au fond, au Portugal, il ne s'agit plus seulement de l'enquête dont on vient de parler. Il y a une rencontre avec un certain Samuel et qui peut changer le destin d'Elisabeth Báthory, la vie d'Elisabeth Báthory. Ça, je crois qu'il faut le laisser le lecteur le découvrir, parce que c'est pas une bonne idée de donner cette clé-là, qui est très importante et qui anime toute la fin du livre, avec aussi des mensonges. Il y a la question du mensonge qui, tout d'un coup, entre en scène vraiment violemment avec cette affaire-là. Oui, puis aussi... Peut-être que dans les romans, les personnages ne sont pas linéaires. C'est une chose qu'on perçoit aussi très bien dans le livre de Sylvain Prudhomme. C'est à quel point une destinée humaine est une chose complexe. Je veux dire, qui est faite de courage et de lâcheté, qui est faite de beauté et de laideur, qui est faite de moments de gloire et puis de moments infiniment plus sombres ou de déchéance. Donc, les gens sont pris comme ça avec leur propre histoire. Chacun a de multiples facettes, finalement, qui vont se révéler en face du regard de l'autre. Mais d'une certaine manière, il n'y a pas de héros et il n'y a pas de salauds. Je veux dire, il y a des rôles qui, sous la pression des circonstances, peuvent évoluer, varier. Alors évidemment, il y a des gens qui vont avoir des principes qui vont les maintenir jusqu'au bout, mais les destinées sont extrêmement sinueuses, et c'est avec ça qu'elle fait connaissance aussi, ou qu'elle savait déjà, mais qu'elle redécouvre à travers eux. C'est à quel point une destinée humaine, c'est une somme de choses extrêmement complexes à comprendre et à déchiffrer. Prudhomme, le destin d'Elisabeth Báthory. Oui, moi j'ai été très, très frappé effectivement de son aimantation à cette histoire. En fait, la façon dont il y a des très beaux passages où elle est renvoyée à la question de pourquoi elle fait ça, pourquoi elle s'intéresse autant à ces gens qui sont morts. Et on va en parler parce que c'est une question de votre livre aussi. Pourquoi voilà, et c'est vrai que ça me renvoyait à cette question qui je trouve centrale. Et elle a deux. Elle peut s'adosser au fait elle dit une fois c'est mon travail, mais elle sent bien aussi que c'est une réponse insuffisante. Mais je crois il y a des très belles phrases sur quelque chose à commencer à
à se faire jour en moi, qui réclame la lumière. Enfin, c'est dit mieux que ça. Qu'est-ce qui fait qu'on va regarder comme ça longtemps après des vies auxquelles on est relié par des rapports a priori lointains, enfin, ou qu'on n'identifie pas tout de suite. J'ai trouvé qu'il y avait cette volonté comme ça de comprendre qui tendait tout le livre. Ça m'a beaucoup... ça m'a beaucoup touché et je trouvais ce personnage d'Elisabeth Bathory, c'est une espèce d'incarnation de ça, de cette chose qu'on a tous en nous, d'essayer d'aller, je sais pas, de regarder les vies d'autres gens, de disparus comme qui sont autant de miroirs pour nous, je sais pas ce que ça nous fait, c'est une grande question, on peut en parler. Enfin, c'est un peu la question de... Qu'est-ce qu'elle cherche d'elle-même à travers tout ça ? C'est une des questions qui traverse le livre. Oui, et puis c'est peut-être l'envie pour moi, c'est d'abord un livre sur la perte. C'est un livre sur le deuil et sur la perte. Et c'est vrai qu'on a cette conception du deuil maintenant avec un vocabulaire très technique. Il faut faire son deuil, son travail de deuil. Enfin, on n'est pas les êtres humains ne sont pas des voitures dont on change une pièce et puis ça repart, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc peut-être qu'elle cherche une réponse homéopathique. Elle soigne la mélancolie par la mélancolie. Elle s'immerge dans la mélancolie des autres parce que petit à petit, ça l'aide à émerger de la sienne. Ça soigne le mal par le mal. Mmh. Alors Dominique Guillou, vous n'avez pas l'intention de publier de si gros livres, si j'ai bien compris. Ah non. C'est quoi ? Je le regrette d'ailleurs, mais... C'est quoi, comment elle s'appelle votre maison d'édition ? Ma maison d'édition s'appelle Nouvelle Lecture. C'est tout simple comme dénomination, mais je pense que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une nouvelle façon de lire. Parce que je publie des livres numériques, de petits livres numériques qui ne sont pas matériels, donc ce ne sont pas des livres papier. Il n'y aura aucune déclinaison papier. Peut-être un jour, mais en tout cas, c'est pas tout de suite. J'ai publié 32 titres pour le moment, donc numériques, que l'on peut lire sur un écran, n'importe quel écran, le smartphone, la tablette, ou même le bon vieux ordi, Apple ou PC, voilà. On télécharge le livre, c'est un petit peu technique, mais c'est très simple, on télécharge le livre, et ensuite, vous avez sur votre écran une sorte de livre. On peut tourner les pages, comme dans un livre normal. Et puis surtout, on peut le lire n'importe où. Voilà. Donc c'est ça aussi, on peut le lire. oui, bien sûr. Mais... Et par exemple, je pense qu'il y a quand même une supériorité. Je vais plaider pour le papier, parce que j'aime le papier. Mais moi, je suis un homme il y a de une papier supériorité aussi. du papier, c'est que à la plage en plein soleil, c'est pas terrible les tablettes. C'est pas terrible à la plage en plein soleil. Écoutez, ça se discute. J'ai essayé. Ça se discute. Cette collection Duetto, c'est quoi ? Elle s'appelle Duetto, votre collection ? Alors, ce sont des histoires d'amour, en fait. Des histoires d'amour entre écrivains. C'est aussi quelqu'un qui rend hommage à un disparu. On est encore dans les disparus. Disparus, oui, souvent des disparus, parfois des gens qui vivent encore. Il y a beaucoup de disparus. Oui, moi je vois pas de vivants dans la collection. Il y a beaucoup de disparus. Enfin, ceux qui écrivent sont vivants. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'un écrivain. J'ai demandé à des écrivains de parler d'un autre écrivain. Voilà, de nous raconter le lien qui les relie à un écrivain qu'ils aiment particulièrement. C'est pas forcément d'ailleurs leur écrivain préféré, mais c'est un écrivain avec lequel ils ont un lien fort. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les 32 histoires publiées, finalement, c'était pratiquement 32 histoires d'amour, de passion entre écrivains. Alors, il y a parfois des histoires d'amitié, mais ça peut être aussi de l'admiration, voilà, c'est de la vénération. J'ai même un duettiste, puisque je les appelle ainsi, la collection s'appelle Duetto, qui s'avoue être fan inconditionnel de Michel Houellebecq, par exemple. Et elle a axé son duetto sur cet angle-là. Encore une nihiliste de choc. Et ça coûte combien ? Parce que alors, oui, ça se lit. Alors, d'abord, je dirais que ça se lit rapidement, puisque ce sont des livres qu'on ne pourrait pas publier sous forme de papier, parce qu'ils seraient trop courts. C'est des livres qui font entre 15 et 20 pages, vous voyez. Donc on les lit en 15 à 20 minutes, je dirais, et ça coûte 1,99 €. Voilà. Et c'est disponible sur... Il faut aller sur quoi ? Sur l'Apple Store ? Alors on peut aller sur l'Apple Store, on peut aller sur Amazon, on peut aller dans toutes les librairies numériques, il y a Numilog, il y en a plein, Gibert Jeune, il y en a des dizaines. Ces livres sont diffusés comme ça, de manière virtuelle un peu. 1,90 €. 99. Oui, 2 €, quoi. Voilà. Voilà, vous n'allez pas céder à ces choses commerciales détestables. Ce sont des chiffres qui sont imposés. Pour 2 €, un petit livre, pour le métro, c'est bien, parce que c'est juste le
Le temps du parcours. Le temps si de parcours on fait, en si métro, on fait un grand une salle parcours. d'attente chez le médecin ou Une salle d'attente chez médecin, on peut en lire 4. Hein. peut-être, oui. Alors il faut en télécharger 4. Bon, enfin, allez-y quand même, parce que bon, moi j'adore le livre papier. On va ici défendre des livres papier, mais c'est vrai que c'est pas désagréable. Un petit livre. C'est vrai que moi, Hélène Gestern, sur une tablette, je le sens pas trop, quoi, parce que j'ai envie, vous voyez, j'ai corné les pages et tout ça. Mais un petit livre de 30 000 signes, ça, c'est pas désagréable. Donc on va ici, c'est une radio pour les gens qui lisent. Donc allez-y, Duetto sur l'Apple Store ou e-book ou ce qu'on veut. Amazon. Numilog. 2 euros, parce qu'il vous dit 1,99 €, c'est pipeau. 2 euros, c'est pas très cher quand même. Alors Sylvain Prudhomme, je vais vous poser la même question que Hélène Gestern. Légende, pourquoi légende? Pourquoi ce titre? En fait, paradoxalement, peut-être parce que je suis parti d'une histoire vraie, enfin, et je sais pas, en fait, le livre est beaucoup, tourne beaucoup autour de la figure de 2 frères qui ont eu, comme ça, dans les années 80-90, une vie très, très brève, interrompue trop tôt. On va en parler. Bon voilà, j'avais pas envie d'un titre qui fasse référence au décor dans lequel se passe le livre, qui est très présent. C'est la plaine de la Crau, la région près oui, on va en parler aussi. Voilà, on va en parler sans doute. Mais j'avais pas envie de quelque chose qui l'attache trop à un paysage précis. En fait, ce qui m'a beaucoup bouleversé tout au long de l'écriture de ce livre-là, c'était le statut de cette histoire, de la vie de ces 2 frères. À la fois, ils ont vraiment vécu, et en même temps, tellement de témoins. Ça rejoint ce que disait Hélène, des facettes, de la multitude de facettes que peut prendre chacun d'entre nous, en fait, quand les témoignages étaient tellement à la fois se regrouper par moments et en même temps diverger. Ils finissaient par avoir une espèce d'aura de légende, un statut de légende. Voilà. Et le moment peut-être où ça a basculé, c'était le témoin principal, celui qui m'a au départ raconté cette histoire, c'est un photographe qui s'appelle Lionel Roux, voilà, avec qui je suis très, très ami. Et en fait, il me racontait l'histoire de ces 2 frères qui ont pour lui été un peu des héros. C'était ses cousins et ils l'ont marqué très profondément. Leur mort a été une sorte de bascule dans sa vie. Et je lui demandais de me raconter la journée de leur mort. Ils sont morts tous les 2 le même jour, très loin l'un de l'autre. Et cette journée, donc, qui était pour lui un moment clé de sa vie, en la racontant, il a fait une erreur de météo incroyable. Il essayait de se rappeler la journée de détail après détail, et donc il m'a tout de suite dit il y avait un soleil terrible, très cruel, un soleil de tragédie antique, comme pour nous narguer en ce jour tellement triste. Et après, en fait, tous les témoignages concordaient. Non, ce jour-là, il pleuvait, il y avait un orage, au contraire, qui a lessivé les rues et lessivé tout le cortège. Et donc je me suis dit... elle a déjà basculé, cette histoire. Enfin, c'est une légende. Enfin voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Mais justement, avant qu'on parle des personnages, j'aurais qu'on parle du lieu un peu. C'est la première page de votre livre. Partout alentour, le sol était jaune, brûlé par les longues semaines d'été. De toutes parts, les coussouls étaient secs, les rares herbes blanchies parmi les cailloux innombrables. Il y avait 1 ou 2 orages mi-août qui avaient battu la terre, la frappant de leur eau violente, revigorant les racines et les mousses. Mais très vite, le soleil avait repris le dessus. Recommencer de chauffer les pierres, d'attiser la plaine, de la cuire tout entière. Maintenant, septembre arrivait, et après la canicule, ça allait être le froid. La lente plongée dans l'hiver, le mistral de semaine en semaine, plus glacé, maître de tout, sans nulle part un abri pour s'en protéger. Alors, on est où? On est dans la plaine de la Crau, qui est un paysage très particulier, absolument plat. C'est aux portes d'Arles, enfin entre Arles et Salon de Provence. Et c'est une des rares steppes qu'il y a comme ça. Donc c'est un paysage caillouteux, venteux, sans rien à l'horizon, à part ce qui le rend, moi je trouve, encore plus beau. Alors d'un côté, il y a les Alpilles, mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'était il y a les cheminées des usines de Fos-sur-Mer, comme ça, qu'on voit au loin. Il y a aussi par là des grandes boîtes qui apparaissent de plus en plus, qui sont des espèces d'entrepôts de logistique, en fait, c'est Castorama.fr, enfin, mais qui a des hectares et des hectares de stockage de choses qui sont vendues justement par Internet. Et donc c'est à la fois un théâtre, un décor, un théâtre où
qui est inchangé depuis des millénaires. C'est un lieu surtout où sont implantées des bergeries. C'est là que paissent des troupeaux pendant l'hiver. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moutons sur la couverture. Je ne sais pas si on les voit bien. Mais... Donc ça, c'est comme ça depuis 2000 ans déjà dans l'Antiquité. Et en même temps, il y a, il y a le tertiaire le plus moderne avec tous ces grands entrepôts de logistique. Il y a Fos-sur-Mer. Ça me paraissait être un bout de France un peu pas souvent raconté et qui à partir duquel on pouvait déplier plein de... Oui, la collusion de deux mondes. Ouais, de beaucoup de choses. Et en fait, vous l'avez dit, donc... ce livre est inspiré d'une histoire réelle qui vous a été racontée, celle des frères Guéraud, dont le nom apparaît à un moment dans le roman quand on parle des papillons. C'est quoi cette histoire de papillons, Guéraudi ? Alors c'est vrai que j'ai laissé leur nom dans le roman pour une raison très simple, c'est que en fait l'un d'eux vivait à Madagascar et là-bas était chasseur d'insectes, achetait des insectes, les revendait et en cherchant sur internet, non pas à Guéraud mais à Guéraudy comme les scientifiques, enfin toujours tous les noms de découvreurs c'est au génitif quoi. Et j'ai trouvé plein de papillons sont apparus comme ça et Lionel Roux qui était leur cousin lui-même n'avait pas la certitude qu'ils avaient découvert des papillons auxquels ils avaient donné leur nom et tout. Donc je voulais qu'on puisse qu'il y ait ce lien maintenu avec le réel, qu'on puisse en tapant dans Google Guéraudy, on puisse aller voir les papillons qu'ils ont trouvés. Moi, ça me touche quand... Enfin, je sais pas, pour moi qui ne les ai pas connus et qui est passé presque une année à entendre des témoins me parler d'eux, à être assez bouleversé par ce qu'on me disait de leur trajectoire, il y a eu une espèce d'effet de validation ou de petit miracle le jour où j'ai trouvé moi des preuves matérielles que tout ça c'était vrai. Enfin, j'avais des photos, j'ai des photos d'eux dans la forêt malgache en train de... Encore la forêt. Ouais, voilà, encore une forêt, c'est vrai. Mais ça, je sais pas, il y a eu un moment un peu d'épiphanie quand tout d'un coup les papillons sont apparus sur l'ordinateur. Ouais. Mais alors les deux personnes qui structurent le récit, les deux amis, Nell et Matt, eux, ce sont de purs personnages de fiction. Oui, enfin, c'est pas des purs personnages de fiction non plus, parce que en fait ils sont assez inspirés. Pas plus qu'Anatole Massis. Voilà, je sais pas. En fait, ouais, je pense de toute façon tout est toujours impur au sens, enfin, je veux dire, il y a bien sûr une bonne part de fiction. Il y a aussi, on compose à partir de choses Là, ils sont quand même très inspirés donc Nell et Matt, les deux personnages qui aujourd'hui enquêtent sur ces deux frères disparus. C'est quand même beaucoup des doubles de Lionel Roux, c'est cet ami photographe qui photographie la Croix, et de moi, puisqu'on s'est trouvés pendant un an pratiquement ensemble à aller interroger des gens comme ça. Donc je voulais pas... Nell, c'est lui et Matt, c'est vous. Voilà, c'est un peu... Non mais voilà, tout simplement. En même temps, je voulais pas... Je tenais beaucoup à ne pas faire un récit à la première personne. En fait, j'ai l'impression que... Il faut la respiration de la fiction malgré tout pour, je sais pas, pour que ça devienne une histoire, pour se redonner de la liberté, mais c'est sûr que, en fait, il y a eu un moment très important dans l'écriture de livre, c'est le moment où j'ai décidé d'élargir le cadre en quelque sorte. Jusque-là, je racontais seulement l'histoire des deux frères et je me disais, mais j'étais un peu une Elisabeth Báthory qui savait pas non plus ce qu'il a relié exactement à ces deux frères. Et je me suis dit, en fait, moi, ce qui me lie à eux, c'est pas un deuil, c'est les moments que j'ai passés, ces moments d'amitié que j'ai passés avec Lionel Roux. Et je me suis dit, en fait, il faut qu'on voit deux hommes d'aujourd'hui qui sont eux aussi un peu à peu près au milieu de la vie, qui ont le même âge que celui des deux frères au moment où ils sont morts, et qui se penchent sur ce passé comme ça, et ce qui me rattache à ça, c'est toute l'émotion que j'ai eue pendant un an à me pencher sur ce... J'ai besoin de représenter l'enquête, en fait. J'ai besoin de représenter les micros tendus, Ouais. J'aurais dire quelques mots sur Nell, parce qu'il me plaît bien, moi, ce Nell. Mais n'est-ce pas pour ça que je suis devenue photographe, au fond, avait dit Nell en regardant la plaine continuer de défiler par les vides de la camionnette. N'est-ce pas d'abord par intégration au plus profond de moi-même de cette donnée sans cesse rabâchée à mes oreilles, mon incompétence irrémédiable, ma médiocrité en matière de choses pratiques, tellement persuadée d'être bon à rien, qu'il ne m'est resté que ça, regarder, éternellement assister aux gestes des autres. Oui, Nell, c'est un personnage il vient d'une famille de bergers, il est petit-fils de berger,
il vient d'un monde où toute la journée on s'affaire, enfin où on regarde pas. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui se balade avec un appareil photo et qui je veux dire, qui toute la journée photographie. En fait, on travaille. Et lui, il était il est à un moment un peu charnière de l'histoire de sa famille où en fait il a eu un grand-père qui était berger et qui adorait être berger, un père qui a été berger malgré lui parce qu'il était fils d'une famille de bergers, donc il fallait s'occuper du troupeau familial, et pour qui ça a été un enfermement, enfin une espèce de contrainte terrible. Ça lui a bouffé toute sa jeunesse. Et donc le père de Nell veut absolument éloigner son fils de ce métier-là. Il lui interdit de toucher à quoi que ce soit, sans en même temps pouvoir, lui tout seul, lui ouvrir autre chose. Donc Nell est dans ce monde, mais en quelque sorte un peu surnuméraire. Et la seule chose qu'il a à faire, c'est finalement, assez naturellement, de regarder les autres, et il en fait son métier. Donc Nell, il est dans l'enquête parce qu'il est lié à ses deux frères, qui sont ses cousins. Mais l'enquêteur, c'est Matt, qui s'intéresse à ses deux frères maudits, en fait, qui s'appellent donc Christian et Fabien, et qui ont été des sortes de météores qui ont traversé les années 80. Voilà, l'un qui était steward dans les années 80, à l'époque où steward c'était un métier très très prestigieux. Enfin, il allait comme ça aux quatre coins du monde. Ça faisait évidemment rêver son jeune cousin Nell qui avait 10 ans de moins, qui était adolescent. Et donc l'autre habitait à Madagascar et chassait les papillons. Petit à petit, le personnage de Matt, qui est donc ami de Nell, projette de faire un documentaire dont ses deux frères deviennent les figures centrales. Et donc, il se retrouve à enquêter en quelque sorte sur la famille de son ami. Et le livre, c'est un peu l'histoire de toutes les frictions que ça crée, tout ce que ça vient réveiller en eux. Comment dire, pour Nell, c'est comme vivre longtemps après, une seconde fois, le deuil de ses cousins, repenser très fort à eux et les connaître mieux. Aller pour la première fois interroger des gens qui les ont bien connus et qu'il n'avait pas revus depuis longtemps, auxquels il n'avait jamais pensé poser des questions. Et pour Matt, qui est lui plutôt il est moins familier de tout ce monde-là, il est étranger, il est installé là que depuis peu de temps, ça devient une espèce de chemin initiatique, en fait, je sais pas, son documentaire explose par toutes les coutures parce qu'en fait, il se trouve plongé dans tout un monde, le monde des bergers, le monde qui excède un peu tout ce qu'il avait prévu. Moi, je suis assez persuadé que par rapport à ce qu'on disait des disparus et du fait de se pencher sur leur vie, il y a à la fois il y a quelque chose de mélancolique là-dedans, c'est certain, et en même temps, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est ce que j'essaie de raconter dans le livre. Ça revivifie aussi considérablement parce qu'on voit on voit après coup la vie de gens qui ont vécu avant nous dans toute leur intensité, on est bouleversé par certains aspects de leur vie. Là, c'est deux frères qui ont brûlé la vie et donc ça, je sais pas comment dire, ça pousse à une espèce d'exigence, ça rappelle le prix de la vie et ça. Moi, je me suis senti pendant cette année plus que jamais vivant, réveillé et ému par une amitié plus forte que jamais. Donc je crois que ça, en fait, il y a une espèce de truc où ça réinjecte de la vie profondément. Mais en effet, Sylvain Prudhomme, dans le livre d'Hélène Guestern, il n'y a pas que la mélancolie, il y a aussi toute une force de vie. Oui, effectivement, c'est toute la difficulté de trouver un équilibre. Et je pense que c'est là que, dans votre livre, la relation entre Nell et Matt vacille un peu. C'est à quel moment donné le passé menace de trop, finalement, dévorer, tire les gens en dehors de la vie, comme il y a le moment où il oublie d'aller chercher ses enfants à l'école parce qu'il est trop pris par ce qu'il est en train de faire. Et puis le moment où c'est exactement ce que vous dites, où finalement les expériences des autres, les voix des autres, qui ont aimé, qui ont vécu, qui se sont battus, nous donnent à nous le courage d'être vivants et puis de faire ce qu'on a à faire en tant qu'être humain. Elisabeth Báthory aussi, à un moment, elle a une pulsion de vie en cherchant les traces de ces gens et de leur vie, de Alban, de Diane. Elle veut elle-même retrouver un destin qui soit pas seulement mélancolique. Oui, tout à fait. C'est le moment où elle accepte, à travers eux, de revenir à la vie avec tous ses risques. Alors les risques, ils en ont pris beaucoup. Alors il y a un personnage que j'aime beaucoup chez vous, Sylvain Prudhomme, elle s'appelle Josette. Alors elle a fait un arbre généalogique, elle veut vraiment... Et puis quand elle parle de Christian, elle dit « le pauvre, un enfant qui n'a jamais trouvé sa place ». Alors on voit qu'il y avait une histoire de drogue sans doute. Et alors après, Fabien, lui, c'est le steward séducteur.
Mais arrive ce qui s'est passé dans les années 80, le mal, avec un petit thème, mais pas le mal biblique, mais le sida. Ouais. Oui, Et il est victime. il est victime de ça. C'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé aborder dans un livre, enfin, parce que c'est pas quelque chose c'est pas les années que j'ai vécues. Moi, les années 80, j'étais encore tout jeune. Et puis, en fait, je pense que ça faisait partie des choses qui me touchaient énormément dans ce destin-là. Non, justement, je vous interromps, mais parce que je crois que c'est important. Nell et Matt sont plus jeunes que les deux frères. Oui, c'est la génération d'après, en fait. C'est la génération d'après. Oui, voilà, qui quand même a un rapport aux années 80. Bon, voilà, je suis né en 79, donc j'étais pas bien âgé, même à la fin des années 80. Mais c'est vrai que j'essaie de raconter ça En fait, j'étais frappé de voir quand Lionel Roux me parlait de ce cousin qui est mort du sida. Il me racontait J'étais très touché du fait qu'il me dise qu'il voyait pas qu'il était malade, même à la toute fin pratiquement, il allait le voir continuellement avec en étant presque très tout simplement heureux que son cousin soit tout près de lui et d'avoir avec lui des moments d'intimité plus grandes que jamais finalement. Je sais pas, moi j'essaie je prononce pas le mot. Il y a pas une fois, je pense, le mot sida. Enfin, on comprend très bien que c'est ça, bien sûr. Il y a positif. Voilà. Fabien est positif. Voilà, Fabien est positif. Quand même, on comprend. Non, je veux dire, on voit très clairement que c'est ça. Mais en fait, je sais pas comment dire. J'essaie de le faire partir, de raconter son départ avec. Je sais pas, l'amitié dont avec tendresse, oui, je sais pas, c'est en tout cas moi c'est ça qui me touchait beaucoup quand on me parlait de ce personnage, c'était tout ce qui l'entourait, toute la douceur dont il était entouré et la douceur qu'il apprend beaucoup à Nell en fait dans le livre parce que Nell, il est d'un monde où on se doit d'être viril, on n'a pas beaucoup le droit d'exprimer assez austère en fait. C'est un monde assez âpre et tout d'un coup avec ce cousin, il y a la possibilité de ça, il y a la possibilité de parler de ce qu'on ressent, de la séduction. De la séduction, ouais. Et au fond, Hélène Guestern, Elisabeth Báthory, on sait quel âge elle a ? Non, je crois que c'est jamais dit. Quel âge elle a. Bon, on sait qu'elle est à peu près entre deux âges, on sait qu'elle est relativement jeune, mais on ne sait pas exactement quel âge elle a. Et qu'on est maintenant. On sait qu'on est. On sait qu'on est maintenant. Oui. On sait qu'on est maintenant. Et alors, ce dont je voudrais qu'on parle maintenant, c'est au fond, moi j'ai beaucoup aimé vos deux livres, c'est mes deux coups de cœur de la rentrée, et je ne pensais pas au départ qu'il y avait des points communs entre ces deux livres. Et finalement, en les relisant et en les confrontant pour préparer cette émission, je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses en commun. Parce que chez vous, Hélène Guestern, c'est Elisabeth Báthory dont on a parlé. Au cours de son enquête, elle s'interroge non seulement sur les disparus de la Première Guerre, mais on va aussi dans la Seconde Guerre mondiale. Et on va jusqu'aujourd'hui, en fait. Et puis elle s'interroge sur elle-même. Et le lecteur est conduit aussi à s'interroger sur tout ça, sur qu'est-ce qu'on va chercher quand on va chercher les disparus, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on cherche par rapport à soi-même. Et alors chez vous, Sylvain Prudhomme, Matt et Nell aussi. Comme tout à l'heure, vous avez dit le moment où l'amitié, je crois que c'est peut-être Hélène Guestern qui l'a dit, au moment où leur amitié devient difficile parce que c'est une histoire trop forte, trop profonde pour Nell. Matt est un peu extérieur et Nell a l'impression qu'il est en train de peut-être lui dévorer son histoire d'une certaine manière. Et puis, ils sont obligés tous les deux de s'interroger sur eux-mêmes, sur comment ça les interroge de s'occuper de ces deux frères. Parce que Nell est engagée dans l'enquête, finalement. C'est Matt qui va faire le documentaire, mais Nell est engagée dans l'enquête. Et puis, on s'interroge, nous aussi, sur qu'est-ce qu'on cherche et pourquoi ce bonheur de lire deux livres qui sont à la recherche des disparus. Moi, je suis mal placée pour donner un avis sur le mien, mais sur celui de Sylvain Prudhomme, je peux. Moi, ce que je trouvais très beau, c'est que dans la quête des deux personnages, déjà, c'est une quête qui se nourrit d'amitié, donc il y a une relation qui existe entre eux, et ce ne sont pas deux personnages qui sont égocentrés. Tout ce qu'ils apprennent, c'est aussi une manière de nourrir leur regard sur la vie, leur expérience de la vie, et à travers les deux personnages des deux frères morts, on voit passer toute une époque.
avec ses idéologies, ses espérances, ses paillettes, ses tragédies, ses déceptions. Et ça les rend particulièrement émouvants, parce que le livre a vraiment capté l'air du temps, en évitant, je trouve, les clichés de la mélancolie, de l'adulation, de la diabolisation, parce que c'est vrai que les années SIDA étaient difficiles, en restituant ce qu'était cette époque-là, presque de manière charnelle. Et ça, c'est très très beau. Et c'est vrai ces années 80, et même un peu avant, ils sont partis un peu, alors, parents absents, fêtes, on s'amuse, on est insouciant. C'est en effet le moment de la fracture, c'est-à-dire la période d'avant le sida où on est insouciant. On a le sexe qu'on veut, on fait les fêtes, on se dit que c'est bien, que la vie, que peut-être les tragédies sont derrière. Les deux tragédies qui forment le centre du livre d'Hélène Gestern, la tragédie de la Première Guerre mondiale et la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, moi je suis frappé de voir que dans le livre d'Hélène, enfin cette figure de Elisabeth Báthory, elle est ce qui est très beau aussi, c'est là où elle recrée de la vie profondément, c'est qu'elle tisse des liens sans cesse. En fait, elle remet tout ce mouvement en fait d'enquête après coup. Il est aussi alors, ça crée de la friction, ça crée des révélations, ça vient bouleverser après coup, mais aussi ça remet plein de gens en lien, en contact, je sais pas. Et il y a une, il y a une, je sais pas, je trouve ça très beau en fait. Pendant longtemps, moi, pour avoir été dans cette situation là d'Elisabeth Báthory, on se demande un peu ce qu'on fait en fait. Est-ce qu'on est bien sûr qu'on est dans l'intrusion, on est dans la violence. Comme vous disiez tout à l'heure, elle dit je fais mon métier. Mais voilà, en fait. Alors en plus moi par exemple, je pouvais pas dire c'est mon métier parce que mon métier, elle est universitaire, elle est en train de, elle connaît parfaitement l'histoire de la photographie. Il y a toutes les héliographies, enfin toutes les photos que prennent les deux amis pendant la Grande Guerre. Donc c'est magnifique toute l'histoire du Dirty Book, la dénonciation de la guerre à laquelle se sont attachés les personnages d'Anatole et d'Alban. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Non, mais voilà. Donc elle peut s'adosser à ça, une vraie raison universitaire. Moi, en l'occurrence, j'étais assez perdu face à ça. Et je me disais, voilà, bien sûr qu'on est dans l'intrusion, on le sent bien qu'on est dans l'intrusion. Et ce qui me rassurait, c'était de sentir que, en fait, tout le monde, les autres aussi avaient en fait la même envie d'y aller. Tout le monde y allait. Tout le monde allait vers ce retour en arrière. Les gens se libéraient facilement, accordaient du temps, acceptaient de parler avec beaucoup de liberté. Je sais pas. Et comme si, oui, en fait, il y avait un commun accord sur le fait que on allait non seulement il y avait ce désir de mémoire dont vous parliez au début, Hélène, non pas un devoir, mais un désir de mémoire, de se rappeler des gens qu'on a aimés et ne pas les oublier. Mais aussi, je pense, quelque chose d'égoïste, enfin, mais que nous tous, en fait, ça nous... je sais pas, je pense que ça renvoie à la même chose que quand on regarde les photos de ceux qui... Je sais pas, moi j'adore les photos de Lewis Payne ou les photos de celui qui, je sais plus, la photo de Casasola, de ce soldat viliste qui va être fusillé juste après, son nom malheureusement, Fortino Samano, voilà. Et c'est la seconde d'avant l'exécution et il a son cigare dans la bouche dont la cendre ne tombe même pas tellement il est courageux. Je sais pas, je pense que c'est vraiment une grande énigme pour nous tous, Comment on va se tenir face à la mort ? Comment est-ce qu'on va affronter cette adversité ? Ouais, voilà. C'est intéressant que vous disiez ça parce que bien qu'il n'y ait pas de photo dans le livre d'Hélène Gestern, la photo est très importante et très présente dans votre livre. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a au fond, il y a plusieurs livres. Il y a 2 livres. Il y a la manière dont Elisabeth Báthory reprend vie à travers son enquête et la manière dont Alban et Anatole revivent avec Diane, avec tout le monde. Oui, mais je crois que c'est une petite partie de la réponse à la question que vous posiez, pourquoi on fait ça ? Parce qu'elle-même se le demande, pourquoi je fais ça ? Et moi-même, à titre personnel, en tant qu'auteur, certains matins où je me disais, pourquoi je fais ça ? Parce que quand on a un chapitre 4 et qu'il en reste 150 à écrire, et ça pose quelques questions quand même. Donc, mais on fait ça, en tout cas, ce qui donne du sens au fait de le faire.
j'ai l'impression, c'est d'arriver justement à recréer des figures qui sont humaines, non linéaires, avec des contradictions, des palinodies, des retours en arrière, des complexités, des noirceurs, et c'est ça qui les rend intéressants, et puis c'est ça qui justifie qu'on leur redonne une existence. Mais Hélène Gestern, le premier moteur de l'odeur de la forêt, c'était l'idée de cette correspondance, des lettres, et après Elisabeth Báthory est venue pour organiser... Alors, il y avait Elisabeth Báthory, je voulais écrire un livre sur la perte, je voulais écrire un livre qui traverserait une longue époque, qui traverserait un siècle et les deux guerres, et s'il fallait écrire sur la photo, parce que j'en ai pas tout à fait terminé avec cet aspect des choses, donc je voulais encore une fois écrire sur la photo, mais pas sur le même genre de photo que sur celle que j'avais écrite précédemment. Oui, parce qu'il y a un livre de vous qui s'appelle « Eux sur la photo ». Oui, effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Eux sur la photo », et j'en ai écrit un troisième qui porte aussi sur une photographie. Mais ça, c'est peut-être pas encore une histoire tout à fait terminée. Et je sais que vous vous intéressez aussi beaucoup... Et là, on trouve une trace, puisqu'il y a le journal de Diane, c'est pas la même époque, mais aux journaux qui ont été écrits par des femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. En fait, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association pour l'autobiographie depuis très longtemps. Et je lis beaucoup d'autobiographies, de journaux et de correspondances avec ce côté bouleversant. Je le fais dire à Elisabeth Báthory, l'impression qu'on rentre de plein pied dans la vie des gens et qu'on partage tout à coup une tranche de vie, leurs émotions, la façon dont se forgent leurs convictions. Et c'est une drogue. Une fois qu'on a goûté à ça, on peut plus s'arrêter. Mais Dominique Guillou, finalement, vous aussi, vous demandez à vos auteurs de chercher les traces de disparus qu'ils ont aimés. Alors oui, vous m'avez dit tout à l'heure que je ne publiais des duettos que sur des gens disparus. C'est pas tout à fait vrai, j'en ai retrouvé 5 au moins. Alors 5 vivants. Quel vivant? Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, Oui, voilà, vrai, qu'on a Michel évoqué. Christian Bobin. Christian Bobin, oui, mais c'est Christian Bobin, c'est quelqu'un que j'oublie facilement. D'accord. Haruki Murakami, le grand écrivain japonais, que vous n'avez pas l'air d'apprécier énormément. Je suis pas, d'accord. pas folle, mais c'est pas... C'est Dans un tout autre genre, Patti Smith. Smith. Ah, Patti Smith. Ah, ça, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc, vous voyez, on a... Et Bret Easton Ellis. Oui, lui non plus. Donc vraiment une palette très, très large. On est bientôt proche de la fin et je voudrais pas citer de nom parce que j'aime pas trop la délation, mais je voudrais quand même dire à tous ceux qui nous écoutent que il y a des romans, au moins un, qui font les unes de tous les journaux, qui sont à mon avis des enfilages de clichés. Et je ne sais pas pourquoi on les célèbre autant, alors qu'il y a des romans comme ceux dont on vient de parler ici, moins célébrés, mais qui me paraissent beaucoup plus importants à lire. Alors, je vais les remontrer quand même. Alors, L'odeur de la forêt de Hélène Gestern, évidemment, retour sur des disparus, mais aussi désir de vie, désir de mémoire, comme vous disiez, mais désir de vie. Oui. Désir de réparation. Oui. La perte, c'est un grand livre sur la perte, ça vous l'avez dit, mais c'est aussi un livre sur la réparation, sur le désir de réparation. Oui, c'est une belle manière de résumer le livre. Et donc, 700 pages qu'on lit sans s'arrêter, ce qui est quand même, dans mon cas en tout cas, assez extraordinaire. Mais c'est pas seulement Elisabeth Báthory, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire exactement pour le livre de Sylvain Prudhomme aussi, tout ce qui amène à s'interroger sur soi, sur son rapport à la perte, sur son rapport au disparu. Oui, et puis en même temps, l'envie de faire vivre cette histoire-là, qui n'est pas que mélancolie, de manière très romanesque, avec des amours, des passions, des intrigues, des mystères, des énigmes, un roman. Je vais insister sur les mystères, parce que c'est justement des mystères dont on n'a pas parlé. Parce que pour connaître les mystères, il faut lire les livres. Alors, Sylvain Prudhomme, avec une très belle photo. C'est de qui la photo de couverture? J'ai pas regardé. De Lionel Roux. De Lionel Roux. Et donc, c'est une photo très, pas forêt, là, pour le coup, mais berger, montagne. Oui, c'est une montée c'est 2000 bêtes qui montent vers l'estive. Et ce qu'on aimait avec l'éditeur dans cette photo, c'est qu'on voit pas les bergers, ils sont dans l'ombre, presque cachés en fait, et donc on voit juste c'est aussi la nature dans son côté débordant en fait. Alors, c'est pas la nature domestiquée, quoi, voilà. Il ne faut pas que ceux qui nous regardent se trompent, parce qu'ils savent depuis longtemps que je suis allergique aux jaquettes, et que donc dès qu'un livre a une jaquette, je retire la jaquette, je monte le livre tel qu'il n'apparaît pas en librairie. Non, ça n'est pas la jaquette, c'est la couverture du livre de Sylvain Prudhomme, Légende. Et franchement, je pense qu'il faut partir avec les deux. Il faut partir avec les deux, et il faut lire les deux, et il faut s'interroger sur... Vous êtes interrogés tous les deux, vous le disiez Hélène Gestern et vous le disiez Sylvain Prudhomme, au bout d'un moment, c'est pourquoi on est en train d'écrire ça? Pourquoi on a fait ça? Et nous, on le lit avec bonheur et on se dit,
Et pourquoi ça m'intéresse tellement? Pourquoi je suis en train de lire ce livre? Pourquoi Alors, qu'est-ce que vous allez leur proposer comme duetto à ces deux-là? Ah, mais c'est eux qui doivent me faire des propositions. C'est une histoire d'amour entre deux écrivains. Donc, est-ce que vous auriez un duetto à me proposer, Alors, Hélène? Ça n'est pas totalement exclu. pour le métro, duetto, 2 € à télécharger. Lecture rapide, agréable. Moi, j'en ai lu plusieurs. C'est toujours des histoires d'amour, en effet. Pas forcément à la recherche de disparus, puisqu'on a vu, il y a quelques vivants. Sans doute pas ceux qui m'ont intéressé les plus. Mais il y en a un sur quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Simone de Beauvoir, que j'ai lu avec beaucoup de passion. Et alors, une fois que vous êtes descendu du métro, une fois que vous êtes descendu du métro, Hélène Guestern, L'odeur de la forêt. Alors, plus difficile à lire dans le lit. Donc, je conseille Le canapé pour Hélène Guestern, L'odeur de la forêt, et Le lit pour Sylvain Prudhomme, Légende. C'est vraiment 2 très beaux livres de cette rentrée. Il y en a d'autres, hein, et je vais sans doute en recevoir d'autres, mais vraiment, c'était mes préférés, et je voudrais bien que tous ceux qui écoutent cette émission les lisent. Alors, je voudrais remercier Serge Surpin pour la réalisation, vous remercier tous les 3, et puis vous donner rendez-vous dans un monde de livres dans un mois, et j'espère savoir que vous aurez lu les livres en attendant. Merci à tous et à bientôt.